Ressources mellifères, nectar et pollen au jardin. C'est une présentation qui a été faite à l'occasion du festival Ruche de biodiversité à l'Amanzy Montastruc en Dordogne le 28 septembre 2025. Donc je l'ai fait sur la base de mes connaissances et de recherches sur internet. Les différentes abeilles en France, donc on a l'abeille domestique, Apis mellifera, qui est l'abeille la plus connue puisque c'est celle qu'on a dans les ruches. Elle permet de faire du miel. Alors c'est pour ça qu'on l'appelle l'abeille domestique. Il y en a encore à l'état sauvage, hein. Donc c'est une abeille qui est sociale puisqu'on arrive jusqu'à 50 000 individus dans une ruche, dans une colonie. Mais il y a aussi une multitude d'abeilles sauvages. On a 1000 espèces en France, qui sont souvent solitaires et qui apportent énormément de services. C'est énormément de biodiversité. Elles apportent des services notamment en termes de pollinisation et qui ont à peu près les mêmes besoins en termes de ressources, donc ressources alimentaires, qui ont les mêmes problèmes avec les insecticides, la dégradation des milieux et le changement du climat, donc assez similaire par rapport aux abeilles domestiques. Donc là j'ai mis en photo une abeille qui est assez connue, l'abeille maçonne, qu'on voit disposer ses larves dans un tube, ça doit être un bambou. Et puis l'exemple des bourdons qui sont assez connus aussi, il y a 35 espèces de bourdons en France. Alors dans les ressources, il y a le nectar, c'est le sucre, donc c'est l'énergie, comme pour nous c'est le pain. Alors les ressources alimentaires, les deux principales, c'est le nectar et le pollen. Donc ça, c'est le résultat d'une coévolution entre les plantes, donc les fleurs, les plantes à fleurs et les insectes butineurs. Les fleurs étant pollinisées et les butineurs y trouvant donc de la nourriture. Donc le nectar, c'est une sorte de sucre, donc d'énergie pour les insectes, donc c'est l'équivalent pour nous du pain. Et il est au fond de la corolle. Et donc en fonction de la profondeur, ça va être différents butineurs qui vont y venir en fonction de la longueur de leur langue. Les couleurs des fleurs, on sait que la vision des insectes, alors les abeilles elles voient les UV, les bleus et les jaunes, et aussi les fleurs attirent par l'odeur. Le pollen, ça c'est la protéine, donc pour nous c'est l'équivalent de la viande ou des œufs. Pour les véganes, ça va être aussi les haricots. Donc on voit sur la photo une boulette de pollen, c'est un pollen, le pollen est collant, ce qui permet aux fleurs de se faire polliniser en mettant du pollen sur les insectes. Les ressources, la disponibilité des ressources en fonction des périodes de l'année. Sur ce graphique, on voit les mois de l'année et on voit il y a en particulier 2 ou 3 périodes de disette qui sont la sortie de l'hiver. Alors ici c'est un graphique que j'ai trouvé sur la Bretagne, donc ici en Dordogne c'est un petit peu décalé. La sortie d'hiver se fait plutôt en mars-avril et on arrive en automne plutôt en septembre-octobre. Donc la sortie d'hiver, première période critique, spécialement en février-mars, avec le réchauffement climatique, en fait les abeilles peuvent sortir par des belles journées et ne pas trouver à manger, donc elles peuvent s'épuiser. Donc on va regarder quelles ressources on peut apporter au jardin pour cette période-là. En milieu d'été, en particulier au mois d'août,
quand il peut faire très sec, en fait, il n'y a plus trop de floraison. Et avec la sécheresse, il y a moins de floraison et le nectar est moins abondant dans les fleurs. Et en automne, c'est une période qui est particulièrement importante pour les abeilles, puisque c'est la préparation pour l'hiver, donc il faut stocker des aliments, en particulier pour nos abeilles domestiques. Et aussi, c'est à ce moment-là que la reine va pondre, c'est important qu'elle ponde les abeilles d'hiver. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au jardin pour augmenter ces ressources, mettre à disposition des ressources auprès des abeilles et autres butineurs. Donc la première chose, c'est la tonte différenciée, comme on l'appelle. Donc ça consiste, comme c'est montré sur l'image à droite, là, d'avoir des zones où on tond très bas, tonte rase, et de façon très régulière. Donc c'est ce qu'on fait classiquement, généralement quand on tond, et d'autres parties où on tond beaucoup plus haut, voire une seule fois par an, et ou alors on peut faucher, mais ça passe aussi souvent à la tondeuse. Et la conséquence de ça, c'est comme on le voit sur les petits dessins, les petites fleurs qui apparaissent, il y a une explosion en fait de la biodiversité. Alors c'est extrêmement important, dès qu'on laisse un petit peu pousser, biodiversité en termes de végétaux, hein, donc d'espèces de plantes qui apparaissent, d'insectes, et aussi au niveau du sol, il y a une richesse au niveau du sol qui apparaît. Bon, on voit les réseaux racinaires qui se développent, les pelouses sont beaucoup plus, du coup les prairies sont beaucoup plus résistantes à la sécheresse, hein, les pelouses restent vertes. Et donc ça, il y a tout de suite, dès qu'on laisse pousser, on voit des tapis de pâquerettes apparaître, qui sont visités par les abeilles, et puis très rapidement plein d'autres plantes, bon, les pissenlits, les plantains, plus tard il y a les marguerites, on peut avoir aussi d'autres plantes comme les orchidées. C'est aussi des lieux qui permettent d'offrir un habitat pour les insectes, et puis bon, toutes sortes d'animaux, de mammifères comme les hérissons. Voilà, donc très intéressant en termes de biodiversité. Donc généralement la tonte différenciée se fait en fonction il y a certaines zones où on va l'appliquer. Alors la tonte normale se fait dans les endroits qui sont les plus fréquentés, en particulier autour de la maison, et puis les endroits de passage, les endroits où on va passer régulièrement. Donc on peut créer des allées, où là on coupe à ras ou très bas, là où on va marcher, et puis souvent sur les côtés, on peut aussi tondre régulièrement à 10 cm par exemple. Ça permet d'avoir des zones assez dégagées sur les deux côtés de là où on marche, quoi. Et puis donc des zones où on va laisser davantage pousser, et puis des endroits comme les bordures de jardin, les clôtures, les fonds de jardin, là on peut laisser pousser bien davantage, voire ne faucher qu'une fois par an. On peut laisser des massifs aussi au milieu, donc dans certains endroits du jardin. Et ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est de faire des corridors, donc de permettre en fait, à la faune, puis aussi à la flore de circuler le long de ces corridors. On peut rejoindre par exemple le fond de jardin, différents massifs. Ces zones non fauchées permettent à la faune de circuler plus facilement. Et au final, tout ça, c'est moins de temps passé à tondre, c'est moins de bruit, c'est beaucoup moins d'efforts. Alors de la même manière qu'il y a des zones où on peut ne pas tondre, il y a des zones où on peut mettre de l'engrais vert par exemple, ou de la prairie fleurie. Alors l'engrais vert, c'est plutôt pour le potager, hein, pour
améliorer la qualité du sol, mais on peut mettre ça aussi ailleurs, hein. On peut faire, donc ça permet de fixer l'azote en particulier, là c'est ce que je présente comme engrais vert. Mais c'est assez esthétique aussi, par exemple le trèfle incarnat est particulièrement joli. Et on peut aussi, donc les prairies fleuries, ce sont des mélanges qui sont mélanges de graines qu'on peut acheter dans le commerce, mais ça nécessite une bonne préparation du sol. C'est souvent des prairies qui sont annuelles, donc il faut recommencer chaque année. Par contre, c'est particulièrement esthétique. Donc on peut faire ça de la même manière que pour la tonte différenciée, on peut faire ça sur les bordures du jardin, le long des clôtures, au fond du jardin, on peut faire des massifs. Et ce sont comme la tonte différenciée là on ne tombe pas du tout, on peut atteindre des hauteurs assez importantes. Les engrais verts peuvent faire 50-70 cm de haut. Donc là, je présente quelques engrais verts. En fait, j'ai choisi ceux qui sont particulièrement mellifères. Ils sont tous ici fixateurs d'azote. Alors il y en a d'autres, hein, des engrais verts qui ne sont pas spécialement pour fixer l'azote, comme ceux qui permettent de décompacter le sol. Donc il y a des radis, des betteraves qu'on peut planter. Ou alors structurer le sol avec les réseaux racinaires et puis en apportant du carbone au sol, la matière organique. Donc ça c'est plutôt les céréales. Donc là on se focalise sur ceux qui fixent l'azote. Il y a dans ceux qui fixent l'azote que j'ai pas mis, il y a la vesse aussi, mais qui est un peu moins mellifère. Et le sarrasin, qui a plein d'avantages aussi. Donc ici j'en présente 6, il y a les annuels, donc qui vont craindre les gelées. Donc on voit à droite la première photo, c'est la facélie, très mellifère, et puis donc le trèfle incarnat dont j'ai déjà parlé, qui est très joli, ça fait un beau rouge au jardin. Donc cela fleurissent à une période qui est intéressante, mais disparaissent aux premières gelées. Après il y a les vivaces, donc qui peuvent durer plusieurs années, hein, jusqu'à 3 ou 5 ans. Donc c'est des engrais qui peuvent se faucher. Bon, mais si on les met pour les abeilles, mieux vaut les faucher après la floraison. Quand on les fauche, ça apporte de la matière organique aussi au sol. Et traditionnellement, enfin c'est souvent en milieu agricole ou d'élevage plutôt, c'est utilisé comme fourrage. On connaît bien la luzerne par exemple. Après la pelouse, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin? On peut planter des arbres. Les arbres sont souvent une ressource importante de nectar et de pollen pour les abeilles. Donc là, j'en ai trouvé un certain nombre. Alors certains sont connus comme le noisetier qui apporte du pollen. Donc en fin d'hiver, assez important pour le pollen. Le saule pleureur aussi, assez connu. Le laurier thym, qu'on voit en photo en haut. On le trouve souvent comme plante ornementale. On peut constituer des haies avec. Donc il fleurit en hiver, ce qui est assez important. C'est un petit arbuste. J'ai mis le mahonia qu'on voit en photo aussi, qui est souvent utilisé comme plante ornementale, qui a une pousse assez rapide. Le cornouiller mâle, à pas confondre avec le cornouiller sanguin, qui a des rameaux rouges, qui est assez commun dans les campagnes et les lisières de forêt. Donc c'est un arbuste très rustique qui résiste très bien à la sécheresse, pas trop à l'humidité. Alors il y a différentes variétés, les fruits sont comestibles. Généralement c'est des fruits rouges, mais il y a aussi maintenant des variétés jaunes. Et puis j'ai mis aussi le saule marceau qui a une floraison assez importante, assez intéressante. Après dans les arbres qui
fleurissent plus tard. Donc là, on arrive au moment des grosses mielées, donc c'est quand même moins important pour la survie des abeilles. Là, c'est plus en fait à ce moment-là que donc les grosses mielées, c'est là qu'il va y avoir des gros stocks de miel de fée et que donc on va pouvoir produire du miel dans les ruches. Donc il y a aussi d'autres plantes à ce moment-là qui arrivent, comme le colza, le tournesol, enfin ça fleurit partout. Donc il y a profusion de nectar et de pollen. Avec les miels qui sont assez connus, le miel d'acacia, le robinier faux d'acacia, le miel de tilleul, de châtaignier. Un point particulier sur le miela, qui est en fait, c'est pas une fleur, c'est comme on voit sur la photo à droite. En fait, il y a des insectes piqueurs qui vont piquer la sève sur les feuilles et qui vont excréter du sucre qui va se déposer sur les feuilles. Alors c'est le cas des pucerons par exemple. Et c'est une ressource assez importante au mois d'août, en particulier en cas de sécheresse et en particulier quand il n'y a plus de floraison, quoi. Donc on fait du miel de miela assez noir, assez sombre, très fort. Par contre, il y a des années où il y a moins de miela, donc ça dépend des conditions que je ne connais pas. Pourquoi parfois le miela est moins important. Donc là on arrive sur des exemples d'arbres qu'on peut planter pour viser la disette donc la deuxième période de fin d'été, donc en particulier le mois d'août, avec le sophora du Japon, qui est un arbre magnifique qu'on utilise en ornemental. Alors le problème c'est qu'il met 10 ans à fleurir. Bon, on plante des arbres pour le futur, hein. Il y en a pas mal en ville d'ailleurs, pour faire des alignements le long des rues. Il y a l'arbre à miel Euodia danieli ou Tetradium danieli, qui fait des fleurs en panicule, des grappes de fleurs jaunes. C'est un arbre qui peut être assez grand, 8 à 15 mètres, qui est très beau, mais qui prend beaucoup de... Sa canopée est très large, hein, c'est pas pour les petits jardins, quoi. Et il y a le savonnier, Colreteria paniculata, qui fait des fleurs jaunes aussi, très, très mellifères. Et l'hiver qui fait les fruits, c'est des petits lampions, c'est assez joli. C'est un arbre qui peut atteindre 6 mètres, un petit arbre. Et il s'appelle le savonnier parce qu'en fait, là, avec les graines et son écorce, il y a de la saponine dedans, donc on peut faire du savon. Et puis ensuite, il y a la baie de goji qui est assez connue, qui est un arbuste épineux, qui est assez mellifère aussi. Alors on en a fini avec les exemples d'arbres, là on passe aux plantes, alors il y en a plein, hein. J'en mets quelques-unes qui m'ont paru intéressantes. Voilà, les plantes, les arbres c'est des plantes, mais ce que je veux dire, les plantes c'est des petites plantes, quoi, hein. Et ici. Et donc le premier, le romarin est assez intéressant parce qu'il fleurit très tôt, donc là on est vraiment en période de disette, en sortie d'hiver. Après, assez connu, le souci qui fleurit un peu tout le temps, qu'on a souvent au potager d'ailleurs. Les sauges, alors il y en a plein, hein, des sauges. La lavande, d'ailleurs on fait le miel de lavande, époque intéressante aussi en été. Le Caryopteris, qui est un buisson qui peut atteindre 1 ou 2 mètres. Et on peut faire des haies basses avec, donc en alignement. Il fait des jolies fleurs bleues, très mellifères aussi. Alors la menthe en arbre, Elschodia stontoni, bref, la menthe en arbre, qui fait des buissons aussi et qui résiste assez bien à la sécheresse, qui fait donc ces épis qu'on voit en photo là à droite, avec là, ce joli bleu ou rose un peu lilas. Et puis en dernier j'ai mis l'herbe à chat. Les chats s'y intéressent
c'est un petit peu toxique quand même, ça les rend un peu euphoriques quand ils en mangent, qui fait des jolies petites fleurs bleu-violettes. C'est assez bas comme plante, ça résiste très bien à la sécheresse. Les abeilles aiment bien ça. Et on termine sur des plantes qui sont généralement plutôt mal aimées, et qu'il suffirait de laisser pousser finalement au jardin. Alors on commence par les ronces. Les ronces qui piquent, qui sont assez mellifères, pareil en été, et qui produisent des fruits. Et quelque chose aussi qui est découvert récemment, c'est qu'en fait il y a des réseaux mycéliens, donc des champignons dans le sol, qui permettent en fait de faire l'interface des réseaux mycéliens entre les arbres et les plantes, enfin toutes les herbes de prairie ou de jardin. Donc en termes de fonctionnement du sol, c'est assez intéressant. Et puis la ronce, c'est des abris pour la faune, pour les jeunes arbres qui sont protégés pour pousser là-dedans. C'est une plante qui agrade, donc améliore beaucoup le sol. Alors évidemment ça pique, donc il y a une option, c'est de planter la ronce sans épines. C'est une ronce aussi. Alors maintenant il y a différentes variétés qui existent. Et ça fait des grosses mûres, des gros fruits, mais qui sont souvent moins goûteux que les mûres sauvages. Alors le deuxième mal aimé, c'est le lierre, donc on trouve quand même parfois dans les jardins, et qui est extrêmement important pour les butineurs et les butineuses, parce que c'est la dernière floraison avant l'hiver. Donc qui permet de faire les stocks, et aussi à la reine dans une colonie d'abeilles de pondre, et donc d'avoir une population d'abeilles qui vont être en capacité de passer l'hiver. C'est extrêmement important pour une colonie d'être forte avant l'hiver pour survivre à l'hiver. Le lierre, c'est aussi de la nourriture pour les oiseaux en fin d'hiver, puisque ça fait des petits fruits appréciés par les oiseaux. C'est des refuges aussi pour la faune, les oiseaux, les insectes et autres. Et en plus de ça, ils restent verts l'hiver, donc ça leur permet de se protéger dedans. Ça crée un microclimat, notamment quand ça pousse sur les arbres. Ça protège du froid l'hiver, du chaud l'été. Le lierre aussi capte l'humidité de l'air, donc ça apporte de la fraîcheur en été. Alors le lierre, il a mauvaise réputation parce qu'il grimpe, et on dit qu'il étouffe. Alors il grimpe, il s'accroche avec des sortes de crampons assez forts. Donc ça peut abîmer un mur qui serait fragile, ou aussi s'incruster dans les toitures, peut abîmer les toitures. Mais ça ne concurrence pas par contre les arbres qui sont en bonne santé. Donc le lierre, on peut le garder par exemple sur les clôtures, sur les murets, sur les arbres, ou sur des murs qui sont assez solides. Le lierre, extrêmement important comme ressource. Voilà pour les ressources alimentaires des abeilles et autres butineurs.